Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une ambiance un petit peu tamisée pour parler d'une saga jeunesse qui, ma foi, plaît beaucoup, mais dont j'ai un avis un petit peu, je pense, différent. On va parler de Phobos de Victor Dixon. Donc déjà, Phobos, qu'est-ce que c'est? C'est une saga de 4 tomes qui va parler d'un programme, d'une sorte de télé-réalité qui va emmener 12 jeunes personnes sur la planète Mars pour en fait voilà, coloniser la planète. Et donc on va suivre cette aventure mêlée d'amour parce que les candidats en fait vont faire des speed dating durant le voyage et vont devoir se marier, arriver sur place pour fonder une famille sur Mars, etc. Pour vraiment coloniser en fait la planète Mars. Mon avis général sur la saga, c'est que j'étais en fait déçue. J'avais lu le tome 1 quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, en mode je suis hyper vieille. Pas du tout, quand j'étais plus jeune, donc voilà, quand je lisais beaucoup moins de choses différentes, etc. Et j'avais vraiment adoré ce premier tome. Je trouvais Léonore super cool, etc. Enfin vraiment, le tome 1, je l'avais adoré. Et ensuite, j'avais totalement arrêté. J'avais arrêté de lire Phobos. J'avais pas lu le tome 2 pourtant. J'avais acheté le tome 2 et je l'avais depuis longtemps dans ma bibliothèque et tout. Et là, il y a quelques mois, je me suis dit pourquoi ne pas lire Phobos 2 en fait. Je l'ai et tout. Je me rappelle, c'était à la suite de la vidéo d'Audrey sur donc le souffle des mots sur, sur Phobos. Et donc je me suis dit allons-y, lançons-nous dans le tome 2. Et en fait, je me dis peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Parce que quand j'ai lu le tome 2, je me suis dit, mais c'est pas terrible en fait. Donc, dans ce tome 2, les pionniers en fait vont être arrivés sur Mars. Et j'avais trouvé que tous les chapitres qui ne se passaient pas sur Mars, parce qu'il faut savoir que dans Phobos, il y a des points de vue multiples. Donc, on a parfois le point de vue de Léonore, parfois le point de vue de la caméra du programme Genesis, donc de la télé-réalité en fait, le point de vue de Serena McBee, la gérante de Genesis, donc la productrice en fait de la télé-réalité, et parfois on a aussi le point de vue de deux terriens qui vont avoir un lien en fait, j'essaye de pas spoil, qui vont en fait avoir un lien avec les pionniers, etc. Et on va les suivre sur Terre, etc. Mais moi en fait, le seul truc qui m'intéressait, c'était vraiment de voir les pionniers évoluer sur Mars. Et ça, du coup, à chaque fois qu'on partait de Mars, je me disais, mais en fait, je m'en fiche du reste. Je n'ai pas vraiment envie de le savoir. Et j'avais été aussi surprise par la plume de Victor Dixon. Je me rappelais pas du tout dans le tome 1 de sa plume. Et il faut savoir qu'il a une plume assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça, je ne peux pas le juger. C'est juste différent. Est-ce que ça me touche? Je me rappelle que ça m'avait vraiment surprise et que des fois je me disais mais c'est pas une manière d'écrire un petit peu irréaliste entre guillemets ou qui fait moins crédible en fait. Et c'est ça en fait qui m'a posé problème. C'est que parfois la plume de Victor Dixon fait que son histoire devient moins crédible. Par exemple, des phrases comme pas vrai les filles ou voilà ce genre de choses qui moi ça me enfin tout de suite je me dis mais personne dit ça en fait et du coup ça me fait sortir de l'histoire et tout ça et en fait c'est une plume voilà assez théâtralisée et ensuite le tome 3 et le tome 4 je les ai lus sur liseuse donc de manière numérique. C'était la première fois que je lisais des livres numériques et c'était plutôt agréable comme expérience et donc là arrive ma lecture du tome 3 et la lecture du tome 3 m'a beaucoup surprise parce que je me souviens que j'ai été beaucoup plus emballée par le tome 3. Donc peut-être qu'il y avait moins cette surprise de la plume de l'auteur, une certaine habitude, ou je sais pas, peut-être qu'il a fait les choses un petit peu différemment pour le tome 3, mais toujours est-il que j'ai été tout de suite beaucoup plus happée dans l'histoire. Le rythme pour moi était beaucoup plus soutenu, il y avait beaucoup plus de rebondissements, etc. Parce qu'en fait, ce qui m'a fait tenir toute ma lecture, c'est que
il y avait quand même des questions auxquelles j'attendais des réponses. Est-ce que je les ai eues? Ça, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Donc oui, voilà, il y avait un rythme beaucoup plus soutenu dans le tome 3. Et faut savoir qu'il y a beaucoup de rebondissements en fait dans Phobos. C'est ce qui me faisait tenir parce que j'avais envie de savoir des choses, j'avais envie de comprendre certaines actions, etc. Et ce qui m'a beaucoup marqué avec ma lecture du tome 3, c'est que pendant un moment, j'étais vraiment comme Léonore. Pendant le tome 3, il y a toute une période où Léonore se sent d'une certaine manière et je me suis sentie comme elle et je me suis rendu compte au moment où il y a un changement. Donc il se passe un événement et à ce moment-là, Léonore, c'est comme si elle s'apaisait d'un coup et ça m'a fait exactement pareil. Et du coup, j'ai une relation un peu particulière avec ce tome 3 parce que je me dis, est-ce que c'était parce que vraiment il était super bien fait? Est-ce que c'était de la chance, etc. Et attention, enfin, je préfère préciser que je dénigre absolument pas le travail de Victor Dixon parce que je suis personne pour faire ça. Donc oui, du coup, dans ce tome 3, à un moment, Léonore semble s'apaiser et ça m'a fait pareil en fait. Et après s'enchaîne la fin du livre et là, je l'ai lu d'une traite parce que c'était vraiment super, super intéressant. Et j'ai fini le tome 3 en me disant, mais en fait c'était bien. Et j'étais un petit peu perplexe en mode, parce que j'avais pas trop aimé le tome 2. Le tome 3, voilà, il m'avait fait des sentiments assez contradictoires, des sentiments assez mitigés. Et en le refermant, je me suis dit, mais là en fait la fin, elle était bien quoi. Et je m'étais dit, bon bah je vais continuer, je vais lire le tome 4. Et là, la déception. Mais vraiment la plus grosse déception en fait. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que les gens ont aimé dans le tome 4. Parce que pour moi, le tome 4, il ne répond à rien. Parce que la fin du tome 4, c'est pas vraiment une fin ouverte, mais c'est une fin pas trop. Qui répond pas non plus à toutes les questions. Et c'est une fin très précipitée. C'est-à-dire qu'il se passe presque rien. Enfin, si, parce qu'il se passe des choses, mais c'est des choses tellement à l'opposé des 3 premiers tomes. En fait, c'est des nouvelles intrigues qui ont été mises en place dans le tome 4. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas, en fait, tout simplement continuer ce qui était déjà là. Je pense que je vais spoiler un petit peu parce que ce sera plus facile d'en parler et que j'en ai besoin. Donc à partir de maintenant, faites attention, je vais spoiler. J'avais envie de voir voilà, comment Chris allait réagir face à ce qui était arrivé à Alexei, comment ils reprennent la route, envie de voir voilà, des choses sur le vaisseau, etc. Et il n'y a rien eu de tout ça parce que le tome 4 commence avec une ellipse et ils sont presque déjà arrivés. Et tu te dis, mais en fait, il y a plein de choses qui se sont passées, pourquoi on ne le voit pas en fait? Et j'ai été très frustrée en fait de ne pas voir tout ce que j'avais envie de voir dans ce tome 4 parce que du coup on se retrouve avec une intrigue qui est totalement différente. On se retrouve avec le fils de Marcus et le procès et tout ce qui a trait à la salamandre qui je trouve un petit peu tiré par les cheveux et en fait on se retrouve avec une fin que je trouve vraiment trop tirée par les cheveux par rapport à Mars, etc. Je sais pas non plus quoi penser de la fin. Je me dis, oui, je trouve ça tiré par les cheveux. Je trouve que c'est pousser le bouchon trop loin. En fait, les choses dans ce livre se passent très lentement et elles se résolvent de manière trop rapide. Par exemple, la relation entre Léo et Mozart, ils se parlent pas pendant la moitié du tome et après, en une phrase, ils se remettent ensemble. Je trouve ça un peu abusé en fait. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas eu de grandes conversations à cœur ouvert, etc., qui nous auraient permis de vraiment nous lier plus au personnage. Et la façon dont ils règlent tous les problèmes en renvoyant les pionniers sur Mars, alors que Léo, en fait, pendant les 3 tomes et une bonne partie du 4e tome, Léonore, elle veut retourner sur Terre. Dans le premier tome, elle veut aller sur Mars et tout ça, mais à partir de la fin, elle veut revenir sur Terre. Et une fois qu'elle est sur Terre, elle veut faire des choses pour la Terre, etc., sauver la Terre. Et après, en un chapitre, elle décide d'en fait, non, on va retourner sur Mars. Les groupes sanguins dans ce livre, ça n'existe pas apparemment, puisque
Kelly peut donner son sang à tout le monde, ou même Kenji peut prendre le sang de Kelly sans problème. Enfin, ça n'avait pas de sens. Et c'était pas cohérent en fait avec ce que Victor Luxen nous avait proposé pendant toute la saga. Et donc, je ne comprends pas ce qui a plu dans ce dernier tome. En fait, je dis pas que les 3 tomes se suffisaient à eux-mêmes, mais je dis que le 4e tome a pris une direction qui le rend pas vraiment utile, entre guillemets. Voilà, pourquoi pas rajouter une autre fin au 3e tome, et puis voilà quoi. Ou alors vraiment essayer de régler vraiment les intrigues dans le tome 4 et pas en rajouter de nouvelles. Et voilà, et le pire pour moi, c'est vraiment le traitement de Serena McBee. C'est vraiment une méchante qui, je trouve, était extrêmement bien construite. Et la fin dans le tome 3, la chute de Serena McBee, c'était si jouissif. Le moment où elle manque de mourir dans le tome 3, je m'étais dit mais waouh, mais c'est incroyable et tout, qu'est-ce qui va se passer, machin. Et la façon dont elle le revit avec l'abeille, là je me suis dit ok, c'est un petit peu chelou, mais je m'étais dit passe encore. Après le truc des clones, etc., c'était un petit peu tiré par les cheveux, mais ça allait encore. Mais après, en fait, ça a été trop loin avec Kenji qui peut survivre sur Mars grâce, on ne sait pas trop à quoi finalement. Et du coup, ouais, j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir eu de réponse concrète à, par exemple, qu'est-ce qui a détruit le 7e habitat. Ça, moi, je m'attendais vraiment à avoir une réponse. Mais voilà, donc ouais, pour la chute de Serena McBee, c'était vraiment un moment qui était jouissif dans le tome 3. Parce que elle semblait gagner tout. Elle avait réussi à être présidente, etc. Il s'était passé plein de choses. Et après, elle tombe enfin par sa soif de pouvoir, etc. Et non, franchement, ça c'était trop bien. Et c'est pour ça que quand j'ai fermé le tome 3, je me suis dit, ouais, c'était trop bien. Et après, le traitement qu'elle a dans le tome 4, mais on sait même pas en fait si elle arrive à se faire arrêter ou quoi. On sait même pas en plus si les pionniers ils réussissent à retourner sur Mars. Donc voilà, ça c'était mon avis pour Phobos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Phobos et surtout ce que vous avez pensé du tome 4 si vous l'avez lu, parce que c'est vraiment pour moi le tome qui pose le plus de problèmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker ou à disliker si ça ne vous a pas plu. Et je vous dis à une prochaine.